Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Comprendre à l'écrit à destination d'enseignants de toutes disciplines, dans laquelle je tenterai de vous expliquer le fonctionnement cognitif du processus de compréhension et de vous fournir une méthodologie inspirée de ce fonctionnement que vous pourrez mettre en œuvre dans la classe. Pour illustrer le caractère opérationnel de cette méthode d'entraînement efficace des élèves à l'acquisition de compétences autonomes de compréhension, je vous proposerai également deux exemples de documents exploités, l'un de nature littéraire, l'autre composite. Je traiterai également dans cette vidéo de l'importance du travail lexical et y aborderai les attendus officiels. Je suis Harry Boiniche, IAIPR d'anglais dans l'Académie de Nice et vous accompagnerai tout au long de cette vidéo. Dans le but que la méthode que je vais vous proposer soit la plus efficace possible, il convient de se pencher sur le fonctionnement cognitif de la compréhension et tout d'abord sur la nature procédurale de celle-ci qui va déterminer notre plan d'action. Nous disposons tous dans notre cerveau d'une mémoire à long terme. Celle-ci se subdivise en deux types de mémoire. La mémoire implicite, qui est inconsciente, nous n'avons en effet pas conscience d'utiliser cette mémoire et ne pouvons donc pas exprimer verbalement ce qui s'y trouve. Et la mémoire déclarative, parfois également appelée mémoire explicite en opposition à la précédente, que nous sollicitons consciemment et que nous pouvons donc verbaliser. Cette mémoire déclarative peut encore être subdivisée en deux types de mémoire spécifiques. La mémoire épisodique, celle des souvenirs et de l'expérience personnelle, et la mémoire sémantique, celle des connaissances encyclopédiques et du savoir quoi. Rappelez-vous, ces deux mémoires font partie de la mémoire déclarative et sont donc conscientes, pouvant être verbalisées sans effort. Ainsi, on rencontrera rarement de difficultés à raconter un souvenir personnel ou à donner la définition d'un concept que l'on connaît. La mémoire implicite, elle, comporte bien plus de subdivisions, mais je regrouperai ici tous les autres types de mémoire implicite qui n'ont pas d'incidence sur notre présent propos, dans le but que nous puissions nous concentrer sur la mémoire procédurale, celle des savoir-faire et du savoir comment. C'est en mémoire procédurale que sont stockées et mobilisées les habiletés motrices, comme marcher, faire du vélo, conduire une voiture ou encore écrire par exemple. C'est également dans cette mémoire que réside la compétence de compréhension et c'est bien là le problème, car il n'est plus possible, lorsque l'on a acquis la compétence, d'expliquer comment on procède. Les sciences cognitives nous éclairent pourtant sur le fonctionnement de l'apprentissage procédural, c'est-à-dire la manière dont est acquis et stocké un savoir-faire dans la mémoire procédurale. Cet apprentissage se déroule en trois phases. La première, la phase cognitive, est celle où est nécessaire une division de la tâche en éléments simples, mais également l'exposition d'un lien permettant à ces éléments de se combiner pour former la tâche complexe à acquérir. Cette phase cognitive est suivie d'une phase dite associative, pendant laquelle la tâche va être pratiquée, c'est-à-dire qu'elle va être répétée de multiples fois, processus qui permettra de différencier les stimuli importants à la complétion de la tâche de ceux qui sont superflus. Enfin, l'apprentissage procédural se conclut par une phase autonome, lors de laquelle l'apprenant discrimine de plus en plus efficacement les stimuli importants à sa réussite de la tâche et acquiert de l'expérience. Je vous l'ai dit, la pratique, qui inclut de multiples répétitions de la tâche, est essentielle à l'apprentissage procédural. Dans le but de le raccourcir et de le rendre plus efficace, il convient de ne pas négliger un autre facteur, celui de l'enseignement explicite de stratégies dans le but d'accomplir la tâche, qui permettent à l'apprenant de discriminer plus rapidement les stimuli importants et de voir comment des éléments de la tâche se combinent pour former un tout cohérent. Vu la nature implicite de la mémoire procédurale, ces éléments ne sont plus accessibles dès l'apprentissage terminé et la compétence acquise. Pour nous professeurs, cela n'est donc pas simple, car il nous faut reconscientiser la démarche afin de pouvoir y entraîner les élèves. C'est probablement cette difficulté et le fait que cela soit, pour ainsi dire, contre nature, qui fait que nombreux sont ceux qui se contentent de vérifier la compréhension des élèves par des questions, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente à propos de la compréhension de l'oral, dont vous pourrez retrouver le passage en flashant le QR code qui s'affiche désormais à l'écran ou en suivant le lien en description de la vidéo. Partons donc des étapes de l'apprentissage procédural que nous avons exposées pour en déduire une méthodologie d'enseignement de la compréhension. Nous avions évoqué le fait de diviser la tâche en éléments simples.
Pour ce faire, ces éléments doivent être réellement simples et ne doivent donc pas être le résultat de processus mentaux déjà complexes, c'est-à-dire de séquences enchaînant plusieurs opérations, comme le fruit d'un raisonnement par exemple. Ils doivent ainsi pouvoir être dégagés par tous les élèves et surtout par ceux chez qui les mécanismes de compréhension ne sont pas encore acquis, puisque ce sont eux qu'un entraînement à la compréhension cible en priorité. Il sera en conséquence nécessaire pour ces élèves de dégager des éléments simples du document, en d'autres mots de les repérer au sein de celui-ci, d'où leur nom de repérage. Si un repérage est porteur d'informations, celle-ci reste extrêmement partielle et réduite, et il sera donc inévitable pour les élèves, dans le but d'en tirer quelque chose, de fonder sur le repérage une inférence, autrement dit une hypothèse, à propos de sa signification dans l'économie globale du document. Il n'est pas anodin que la capacité à faire des inférences se rencontre régulièrement dans les articles scientifiques traitant de compréhension ou dans les instructions officielles qui abordent de façon extensive les compétences de compréhension. On constate ainsi que cette stratégie est valide aussi bien au niveau d'un document dans son ensemble, donc macro, que dans l'exploitation d'une parcelle d'informations issue d'un repérage à l'intérieur de ce document, donc micro. Vous le verrez, nous rencontrerons plusieurs autres stratégies de compréhension qui seront utiles aux élèves et peuvent s'appliquer à ces deux niveaux. Revenons au fait de faire une inférence à proprement parler. C'est, selon la taxonomie de Bloom, une opération mentale extrêmement complexe qui est de facto très coûteuse en efforts cognitifs. La capacité à faire des hypothèses appartient en effet, dans la taxonomie de Bloom révisée, à la strate créée, la plus demandeuse d'efforts cognitifs. Il sera ainsi pertinent, pour alléger graduellement cette charge cognitive chez les élèves, de veiller à enseigner de façon explicite et systématique des associations repérage-inférence qui deviendront, à mesure des rencontres multiples et des répétitions, usuelles pour eux. Par exemple, pour déterminer qu'un élément contenu dans un document écrit est important, on notera au passage que la détermination de l'importance est également une stratégie de compréhension qui peut, elle aussi, être appliquée aux deux niveaux micro et macro. On habituera les élèves à repérer les éléments qui présentent une différence dans leur typographie. Ils sont en gras, en italique, en majuscule, sont soulignés ou écrits dans une couleur contrastante, etc. Mais aussi les éléments qui sont en position centrale dans la mise en page. L'alignement est centré, ou ils sont carrément au centre de la page, ou encore des éléments qui sont en position initiale ou finale, que ce soit dans le texte entier, au niveau d'un paragraphe, ou même au niveau d'une phrase. Si enchaîner plusieurs cycles de repérage sur lesquels se fondent des inférences est bien une technique pertinente pour élucider graduellement le sens d'un document, il convient cependant de se poser la question de leur ordre, que l'on explicitera aux élèves dans le but de leur rendre la démarche reproductible. Ordonner ces cycles suivant un cheminement de pensée, où l'inférence réalisée lève une question, à son tour résolue par le repérage et l'inférence suivante, qui lèvent eux-mêmes une autre question, etc., permettra aux élèves de devenir graduellement autonomes en se fixant des buts de lecture par le biais de questions qu'ils se posent à eux-mêmes, du type « Qu'est-ce que je cherche maintenant ?» Je vous l'ai dit, ordonner les repérages permettra également la transférabilité de la démarche dans d'autres contextes ou sur d'autres documents. En effet, expliciter aux élèves l'enchaînement des étapes leur permettra de reproduire la démarche plus facilement, car son fonctionnement leur sera exposé. Il nous est maintenant possible, en récapitulant chacune des étapes explicitées précédemment, de modéliser l'ensemble du processus de compréhension. Les repérages constituent la division d'une tâche en éléments simples et concentrent l'attention des élèves sur les stimuli importants car ils sont porteurs de sens. L'enseignement systématique d'associations repérage-inférence permet la répétition multiple d'éléments identiques dans des contextes divers. L'exposition explicite du processus de question-résolution permet de mettre en évidence la combinaison de repérages simples qui forment le sens complexe. C'est donc bien l'addition de tous ces éléments qui favorisera l'apprentissage procédural et donc l'automatisation de la compétence de compréhension chez les élèves.
Examinons maintenant comment cette méthodologie générale peut être appliquée en classe à des documents, en commençant par la compréhension d'un document de type littéraire. Je vous propose pour cela d'examiner le texte d'Annie Colonia, d'après Ovide, relatant la métamorphose d'Arachné, proposé aux élèves de 6e lors des évaluations nationales 2024 en français. Je vous invite pour en prendre connaissance à mettre la vidéo en pause ou à télécharger le document au format PDF, soit via le QR code affiché à l'écran, soit par le biais du lien disponible en description. Nous procéderons donc comme indiqué dans notre modélisation du processus de compréhension. Un repérage sera la base d'une inférence qui lèvera à son tour une question qui déterminera le repérage suivant, etc. On pourra tout d'abord demander aux élèves de se focaliser sur la première phrase du texte fourni. Voici une légende tirée de la mythologie romaine, en leur indiquant que cette première phrase fournit souvent une exposition, située ici par le mot légende dans le domaine de la fiction et par le mot mythologie dans celui des divinités. On va donc lire une histoire relative aux dieux. La question levée par cette inférence pourrait assez logiquement se poser sur l'identité des dieux figurant dans la légende. Pour répondre à cette question, il conviendrait de repérer les mots débutant par une majuscule, qui sont souvent des noms propres, à tout le moins ceux répétés assez fréquemment dans le texte. Les 3 noms ainsi identifiés, Arachné, Minerve et Jupiter, ont de grandes chances d'être les personnages principaux du récit, ce qui amène à se poser la question de la nature des relations qu'ils entretiennent. Pour élucider cela, on pourra demander aux élèves de repérer les mots répétés autour des noms de personnages. L'expression « fille de » est presque systématiquement associée à Jupiter, et de localiser la proximité de cette association avec un autre nom de personnage. Fille de Jupiter jouxte Minerve dans le premier paragraphe du texte, celui assurant l'exposition des personnages. Le caractère divin de Minerve est ainsi établi et le nombre de personnages est de facto réduit à 2. Alors que l'on a traité d'un premier personnage, se pose la question de la caractérisation du second. Pour ce faire, on demandera aux élèves de repérer le même qualificatif, fille de, cette fois-ci aux environs du second personnage, Arachné, qui est qualifiée quant à elle de fille d'un humble artisan. Arachné est donc une roturière et le texte établit ainsi 2 personnages issus de milieux sociaux très différents qui figurent pourtant dans le même récit. Elles ont donc probablement un point commun qu'il s'agira de déterminer par le biais du repérage suivant. Pour cela, le mot répété à proximité des noms des 2 personnages, brodeuse, donnera une information précieuse sur leur occupation commune. L'identité complète des personnages étant désormais établie, la question à élucider a maintenant trait à la nature des événements exposés dans le récit. Afin de distinguer chacun de ces événements, on concentrera l'attention des élèves sur les éléments non textuels, c'est-à-dire les astérisques assurant la segmentation du texte qui indiquent des parties de récit, probablement chronologiques puisqu'elles se succèdent. Il va ainsi être possible de répondre à la question relative à chacun des événements exposés dans le récit par l'intermédiaire du repérage du dernier segment, c'est-à-dire la partie de phrase située après un signe de ponctuation, de chacune des sections délimitées plus tôt par les astérisques, ainsi que le premier nom de personnage rencontré en remontant vers l'arrière depuis ce segment. La position finale du dernier segment lui donne une réelle importance, et le premier nom rencontré en remontant le texte constitue l'antécédent du pronom ou du possessif utilisé dans le segment et permet donc de désigner le personnage auquel le segment se rapporte. Pour la première section, le dernier segment, par orgueil, elle ne peut admettre qu'on lui donne un professeur même immortel, est relatif à Arachné et signifie qu'elle est trop orgueilleuse ou fière d'elle-même. Il conviendra de se demander pourquoi. Pour la deuxième partie, le dernier segment est « La colère se lit sur son visage », à nouveau relatif à Arachné, ce qui signifie qu'elle est en colère. Les élèves pourront se demander contre qui est dirigée cette colère. Pour la troisième section, le dernier segment place à la compétition est lié à « La fille de Jupiter » et signifie que Minerve prend part à une compétition. La question ici est relative à l'identité de son ou ses concurrents. Pour la quatrième partie, le dernier segment est
Elles mêlent aussi de longs fils d'or à la laine et de grands tableaux se dessinent sur leur tissu, qui a pour antécédents Arachné et Minerve, et qui indique simplement qu'Arachné et Minerve représentent des images sur des tissus. Leur point commun de brodeuse peut être rappelé à cette occasion. Pour la 5e partie du texte, le dernier segment, relatif à Arachné, est « Son ouvrage est si beau que même Minerve ne pourrait y apporter aucune retouche » et signifie qu'Arachné a fait un travail parfait. Enfin, pour la 6e et dernière section, le dernier segment « Elle exerce toujours son talent et continue à tisser sa toile » indique une continuité dans les actions d'Arachné, alors que l'on attend, en conclusion d'une histoire, plutôt un changement. Se pose ainsi la question de la raison de tout ce récit, s'il doit aboutir à la même chose que son état initial. Répondons maintenant aux ultimes questions posées, toujours par le biais de repérages simples qui indiquent par leur position des éléments importants. La question « Pourquoi Arachné est-elle fière ?» trouve sa réponse dans la première phrase de la première section. Arachné ne tenait sa célébrité ni de ses ancêtres ni de sa patrie. C'est à son art seul qu'elle devait toute sa gloire. Qui, expurgé des mots annulés par une négation, c'est-à-dire suivant ne ou ni, se réduit au concept de célébrité, art et gloire, et permettent d'établir que l'orgueil d'Arachné provient de sa célébrité en tant qu'artiste. À la question « Contre qui Arachné est-elle en colère ?», une réponse peut être apportée par le premier segment de la première phrase. « Que la déesse vienne donc rivaliser avec moi », qui indique, grâce au mot « déesse » et « rivaliser », qu'Arachné entre en compétition avec Minerve. Nous avons également répondu, à cette occasion, à la question afférente à la 3e partie « Contre qui Minerve se bat-elle ?» Enfin, pour la question levée par la 6e et dernière section, concernant le changement qui présiderait à la raison d'être du récit, le repérage de la première phrase, la fille de Jupiter, furieuse du succès de sa rivale, déchire l'étoffe, permettrait d'établir la crise de colère de Minerve. Le repérage de la dernière phrase, Arachné devient une araignée, qui, en plus d'être important, constitue souvent la chute de l'histoire, aiderait à la reconstitution du dessein de vengeance de la déesse, le malheur de la métamorphose frappante Arachné arrivant juste après l'une de ses propres colères. Je vous propose de nous concentrer maintenant sur un document composite, c'est-à-dire un support alliant plusieurs types de documents en son sein, qui restent toutefois liés par leur sens. J'ai sélectionné ici un exercice du sujet de brevet Amérique du Nord de 2022 en physique-chimie, où figurent un texte et un schéma de type chronophotographie. Je vous laisse à nouveau mettre la vidéo en pause pour en prendre connaissance, ou, comme à l'accoutumée, ce document est disponible au téléchargement en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran ou en suivant le lien en description. Nous reproduirons, pour aborder ce document, la démarche utilisée tout à l'heure pour le document littéraire, c'est-à-dire réaliser un repérage sur lequel se fondera une inférence qui lèvera à son tour une question qui déterminera le repérage suivant, etc. On pourra donc commencer par repérer les mots répétés le plus souvent dans la partie textuelle du document pour obtenir les mots « Mars » répétés 5 fois et « sonde » répétés 4 fois. Cette récurrence est la plupart du temps symptomatique de la thématique du document examiné, ce qui signifie qu'il parle de Mars, donc d'espace, et d'une sonde qui se rendra sur cette planète. La question qu'un élève pourrait se poser à la suite de cette inférence aurait trait aux informations à propos de cette fameuse sonde contenue dans le document. Pour répondre à cette question, il sera utile de focaliser l'attention des élèves sur les nombres contenus dans le texte, assortis des mots qui les précèdent. En effet, la signification usuelle de la présence de nombres relève de données chiffrées, donc de mesures précises, qui caractérisent les mots présents en amont dans le texte. Ce repérage permettra donc d'extraire 2020, précédé du mot Mars, qui laisse entendre que c'est en 2020 que sera atteinte la dite planète, 30 juillet 2020, précédé de lancer le, et qui constitue une date de lancement de la sonde, 18 février 2021, précédé de arrivée dans l'atmosphère de Mars le, qui indique une date d'arrivée pour la sonde sur Mars, et 21h38, précédé de A,
précisant l'heure d'arrivée. Au vu des nombreux détails fournis dans le texte, les élèves pourront probablement se poser la question de ce contenu dans le schéma, opérant ainsi un début de lien sémantique entre les deux parties du document composite. Pour élucider cela, il conviendra de se concentrer sur la couleur contrastante que l'on peut observer dans ce schéma et de considérer les divers éléments figurés dans cette couleur. En effet, se détache en blanc un élément textuel du schéma, entrée de la sonde dans l'atmosphère martienne, ainsi que la ligne qui relie les divers dessins représentés. Cette couleur contrastante exprime, comme nous l'avons dit précédemment, une notion d'importance et, en attirant l'attention du lecteur par rapport au reste du schéma, signale des éléments hautement signifiants. Or, dans ce cas, l'élément textuel indique un singulier sur entrée de la sonde, alors que sur le schéma figurent plusieurs dessins. Pour réconcilier ces deux constats apparemment paradoxaux, les élèves pourront postuler l'existence de plusieurs étapes plutôt que de plusieurs sondes et rechercher la confirmation de cette hypothèse dans le repérage suivant. Il sera justement opportun de diriger ensuite l'attention des élèves sur les gros caractères, de surcroît en gras, donc affichant un double marqueur d'importance, contenus dans le schéma, que sont les lettres qui se suivent A, B, C, D et E. Les élèves inféreront sans grande difficulté qu'elles désignent effectivement des étapes successives, confirmant l'hypothèse émise précédemment. Ils pourront alors se poser la question de ce qui est intéressant et observer à chacune de ces étapes. Pour le trouver, ils se concentreront avec profit sur les éléments textuels répétés dans le schéma et repéreront la séquence V égale suivi d'un nombre puis de mètres par seconde. À nouveau, on signalera aux élèves qu'une répétition est synonyme de thématique et que la présence du nombre indique une donnée chiffrée précise qui est évaluée à chaque étape. La question qui se pose évidemment est de savoir laquelle. On reviendra alors au texte et plus précisément à la dernière phrase de celui-ci, qui si elle indique quelque chose d'important, est d'autant plus pertinente qu'ici elle précède le schéma et par conséquent l'introduit. On peut lire « Les vitesses indiquées sont celles de la sonde », ce qui signifie qu'il s'agit des vitesses de la sonde en mètres par seconde. Si la méthodologie présentée dans la première partie de cette vidéo permettra de faciliter la construction d'une compétence autonome de compréhension, il convient pourtant de ne pas occulter la dimension primordiale de la maîtrise lexicale nécessaire à ce qu'une compréhension effective puisse avoir lieu chez les élèves. Il est donc crucial de favoriser, au quotidien et dès que possible, l'enrichissement du lexique des élèves et la capacité à inférer le sens de mots inconnus qui pourraient obérer la compréhension. En effet, une multitude de mots inconnus figurant dans les repérages qu'ils effectuent rendrait rapidement inopérante la capacité des élèves à émettre des hypothèses à leur propos. Pour installer des habitudes de travail, et donc des réflexes à propos du lexique chez les élèves, l'un des premiers ressorts à mobiliser pour tenter d'élucider le sens d'un mot inconnu est celui de l'examen de sa composition qu'il convient d'entraîner dès que possible, en utilisant à rebours les 3 méthodes de formation de mots nouveaux. La composition, qui permet de créer un mot à partir de 2 racines existantes, comme le mot porte-manteau par exemple, qui provient du verbe porter et du nom commun manteau. La fusion, qui crée des mots-valises en accolant le début d'une racine à la fin d'une autre. Selon ce procédé, un fictionnaire est un dictionnaire de fiction. Et enfin, la dérivation, également appelée affixation, qui enrichit une racine existante de préfixes en début de mot et ou de suffixes en fin de mot. Dans ce dernier cas, il sera utile de rappeler le plus régulièrement aux élèves que ces affixes ont un sens figé. Par exemple, le préfixe « a » est dit privatif, c'est-à-dire qu'il souligne l'absence de quelque chose. « Asocial » indique l'absence d'insertion sociale. « Anormal » indique le caractère autre, là où la normalité était attendue. De son côté, le préfixe « un » et ses variantes orthographiques « im » et « ir » indique la négation, le positionnement contraire. Incompris signifie qui n'a pas été compris, immobile
qui n'est pas mobile, qui ne bouge pas, et irrespectueux, qui n'est pas respectueux, qui ne fait pas preuve de respect. La proximité sémantique de ces deux exemples de préfixes invite d'ailleurs à souligner, pour le bénéfice des élèves, les similitudes entre affixes. Que cette proximité soit due à leur origine étymologique, comme pour les préfixes équivalents sum qui provient du grec comme dans sympathie et cum qui est dérivé du latin, que l'on trouve par exemple dans le mot compassion, signifiant tous deux avec. Ou que la proximité résulte plutôt en un point commun morphologique, comme avec les suffixes ité, assi, man et isme, qui permettent tous de former un nom commun abstrait, glosable à l'aide de la périphrase le fait de, comme dans les mots maternité, le fait d'être mère, diplomatie, le fait d'être diplomate, glissement, le fait de glisser, simplisme, le fait de croire en des choses simples. Il est tout aussi important d'encourager chez les élèves l'inférence contextuelle, et ce dès que possible, en mettant tout d'abord en évidence dans les phrases où est rencontré un mot inconnu, les relations d'équivalence s'il y en a. Il n'est pas inhabituel que celles-ci soient matérialisées par des signes de ponctuation. 2 points marquent souvent une équivalence sémantique entre ce qui se situe en amont et en aval. De même, du texte présent à l'intérieur de parenthèses explicite très probablement ce qui figure juste en amont de ces parenthèses, de la même manière que le font les tirets quadratins, cependant plus rares en français. Ces relations d'équivalence peuvent également être matérialisées par des mots de liaison, plus exactement des locutions adverbiales comme c'est-à-dire, en d'autres mots, ou encore. Enfin, la présence d'exemples, matérialisée par la présence de mots tels que par exemple, comme, tel ou tel que, entre autres, ou encore l'expression et autres précédant un nom, permet souvent de reconstituer la catégorie de mots, encore appelée hyperonymes, à laquelle ces exemples font référence. Il sera également tout aussi important au quotidien, dans une logique spiralaire telle celle des instructions officielles, de pousser les élèves à s'appuyer sur leurs connaissances préalables, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent déjà ou ont déjà compris. Que cette compréhension provienne d'indices visuels, comme des illustrations ou graphiques qui accompagneraient le document écrit, des mots dont la signification est déjà connue dans la phrase même ou dans les phrases environnantes, et desquels on peut déduire le sens d'un mot nouveau, ainsi que des indices spatio-temporels, toujours dans la phrase concernée ou celle qui l'entoure, permettant la compréhension d'un concept encore inconnu. Il vous est aisé, si je vous parle par exemple de quelque chose se trouvant au printemps dans un champ qui est au sol et qui est beau, d'induire grâce à ces indices spatio-temporels qu'il s'agit d'une fleur. Ce travail lexical n'aurait aucun sens si, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il ne permettait pas de construire graduellement les apprentissages des élèves dans le but qu'ils puissent s'y appuyer ultérieurement pour bâtir de nouvelles connaissances. Il apparaît donc crucial d'aider la mémorisation d'items lexicaux nouveaux rencontrés lors des séances d'enseignement. Pour ce faire, 2 techniques existent et reposent sur 2 principes cognitifs distincts. La première, parfois nommée technique des reprises à rythme expansé, se fonde sur le fait que les révisions d'un contenu ne sont jamais aussi efficaces que si l'intervalle de temps entre 2 reprises est constamment croissant. Il est, en effet, moins efficace de réviser par exemple toutes les heures que de reprendre une leçon 10 minutes plus tard, puis 1 heure, puis 3 heures, puis une journée, puis 3 jours plus tard, etc. Dans le but de faciliter ces reprises par les élèves, on pourra les orienter vers un quelconque outil de flashcards, comme par exemple l'outil DigiFlashcards issu de la suite libre La Digitale, auquel vous pourrez accéder en flashant le QR code affiché à l'écran ou en suivant le lien en description. Heather Hilton, chercheuse en didactique des langues, a conseillé lors de son intervention à la conférence de consensus du CNESCO de 2019 les associations suivantes pour aider à une mémorisation optimale. Associer les mots concrets à une image. Associer les mots abstraits à une définition. Associer les mots à sémantisme auditif à un son. Enfin, associer les mots dénotant une émotion à une image parlante pour les élèves.
La seconde technique pouvant favoriser la rétention mémorielle du lexique est celle de la mémorisation active, qui consiste à créer du lien entre les connaissances et les concepts étudiés par le biais d'activités appelées génératives, car elles génèrent de tels liens de façon inhérente. Parmi ces activités, on peut bien sûr retrouver les cartes mentales ou conceptuelles, mais également l'explicitation du fonctionnement d'un système, la comparaison sous forme d'un tableau par exemple, la reformulation, possiblement mais pas seulement par le biais d'un résumé, et le choix justifié entre plusieurs propositions, comme des schémas, des résumés, des affirmations, etc. Un tour d'horizon de la compréhension de l'écrit ne serait pas complet sans une mention des attendus de fin d'année afférents à cette compétence, accessible en flashant le QR code affiché ou grâce au lien en description. Ces attendus sont certes énoncés pour la discipline français, mais leur connaissance permettra avec profit à un enseignant de n'importe quelle discipline de situer les paliers de réussite attendus pour ses élèves. En ce qui concerne les savoir-faire relevant de la compréhension, il est attendu un décodage suffisant pour que l'élève accède lui-même à des textes d'abord très courts en fin de CP, puis quelconques en fin de CE1. Ce décodage doit ensuite être automatisé dès la fin du CE2. Pour ce qui est des éléments compris, les élèves doivent être capables de récupérer dans un texte la position d'un élément explicite dès la fin du CP, et le repérage d'informations explicites doit s'automatiser en fin de CE2 pour permettre aux élèves, à la fin de l'année suivante quand ils terminent le CM1, d'être capables de repérer ces informations explicites de façon autonome. Ils doivent ensuite être à même de vérifier leur compréhension de façon autonome dès la fin de la 5e. En ce qui concerne l'implicite, un élève doit être capable, dès la fin du CE2, d'expliciter l'utilisation de connaissances externes au texte, et, en fin d'année suivante, d'avoir conscience dans un texte des informations qui n'y sont pas données et nécessitent la mise en place d'une compréhension inférentielle. Dès la fin du CM2, il sera attendu qu'un élève puisse restituer l'essentiel de l'implicite d'un texte pour que, dès l'année suivante, en fin de 6e, il puisse comprendre un texte nécessitant des inférences variées, qu'elles soient de nature logique, causale, chronologique ou qu'elles relèvent de l'intention des personnages par exemple. Considérons maintenant le parcours de l'élève en termes de métacognition, c'est-à-dire en termes de conscience des stratégies mises en œuvre pour comprendre. Il est attendu d'un élève qu'il puisse verbaliser les procédures qu'il met en œuvre pour comprendre dès la fin du CP et, dès la fin du CE2, qu'il soit capable de réaliser une lecture orientée vers un but. En fin de 4e, il est attendu que l'élève recourt de façon autonome à des stratégies de lecture. Un élève doit également apprendre graduellement à justifier sa compréhension et ses interprétations. Dès la fin du CP, il doit pouvoir verbaliser un raisonnement simple pour justifier une inférence qui lui est donnée et dès la fin du CE2, il doit être capable de citer le texte pour justifier une interprétation. Il est d'autre part attendu dès la fin du CP une autonomie face à l'identification d'une quelconque difficulté, qu'elle relève d'un mot non entendu, non compris ou non décodé, ou encore d'une rupture de sens. Face à une telle difficulté, les stratégies mises en œuvre vont en direction d'une autonomie grandissante. Une capacité à demander de l'aide dès la fin du CP, un essai d'autonomie en fin de CE1 et un développement de stratégies pleinement autonomes dès la fin du CE2. Il est, en outre, attendu que les élèves soient capables de restituer l'essentiel du sens d'un texte, que celui-ci soit explicite ou implicite, dès la fin du CM2, qu'ils sachent rendre compte d'un texte ou d'une œuvre à l'oral comme à l'écrit dès la fin de la 5e, et que ces comptes rendus deviennent une habitude dès la fin de la 4e. Il est attendu des élèves qu'ils abordent divers types de documents, à commencer par des documents littéraires. Dès la fin du CE1, les textes abordés doivent mobiliser des connaissances liées à une culture commune autour d'un ensemble de textes patrimoniaux adaptés à l'âge des élèves. En fin de CM1, ils auront déjà abordé des textes de plusieurs genres littéraires. Les instructions officielles exigent, en outre, que la rencontre avec des œuvres complètes ait été réalisée avant la fin de la 6e. Il s'agira cependant pour un élève d'avoir également abordé d'autres types de documents, et notamment avant la fin du CE2, des documents composites,
qu'il reliera à ceux rencontrés dans d'autres domaines disciplinaires avant la fin du CM2. L'élève devra avoir été exposé à des genres de documents différents avant la fin de la 5e et avoir rencontré une réelle variété de ce type de documents, qu'ils figurent ou non sur un support numérique avant la fin de 3e, ceci incluant également des images. Le choix des documents en classe sera d'abord opéré sur des critères de longueur. En fin de CP, les élèves devront avoir abordé des textes d'une dizaine de lignes ou d'une difficulté supérieure s'ils sont lus par l'enseignant. En CE1, les élèves auront été confrontés à des textes d'une vingtaine de lignes, puis auront été amenés en fin de CE2 à être autonomes face à des textes de 2 ou 3 pages. Enfin, à la fin de la 6e, ils auront abordé à minima 3 œuvres littéraires, 3 lectures cursives et 3 groupements de textes. Les élèves devront en outre avoir été amenés à choisir en autonomie des livres dès la fin du CM1 et auront appris à cibler leur choix selon leur niveau, leur goût ou encore leurs besoins dès la fin de la 4e. Pour ce qui est de la langue, il est attendu des élèves qu'ils soient capables d'opérer des classifications de mots selon des critères variés dès la fin du CP pour arriver, en fin de CE2, à manipuler des champs lexicaux de plus en plus diversifiés. De même, l'inférence du sens de ce qui est lu est, dès la fin du CP, réalisée grâce au décodage et au contexte, et c'est en fin de 5e que les élèves doivent être capables d'émettre des hypothèses sur le sens de mots inconnus. Enfin, il est attendu des élèves en termes d'emploi de la langue qu'ils aient conscience d'un écart entre un usage courant et littéraire de celle-ci dès la fin de la 5e, pour qu'ils apprécient ensuite pleinement les effets des niveaux de langue dès la fin de la 4e. Pour terminer, il convient d'examiner les attendus en termes de mise en relation. En ce qui concerne les documents composites, il est attendu d'un élève qu'il connaisse les divers éléments qui les composent en fin de CM2 et qu'il maîtrise ceux-ci au sein des divers genres de tels documents possiblement rencontrés dès la fin de la 5e. À l'intérieur de ces documents, les élèves auront pu aborder la description d'images, qu'elles soient fixes ou mobiles, avant la fin de la 5e, et avoir acquis pour ce faire un vocabulaire spécifique avant la fin de la 4e. Il ne suffit pas cependant pour les élèves de connaître les divers types de documents composites et les éléments qui les composent, et il est également attendu d'eux qu'ils en fassent sens. Dans cette optique, ils devront être capables d'y prélever des informations telles que la nature, la source et autres avant la fin du CM1, de lier diverses informations en provenance de tels documents avant la fin de la 6e et de mettre en relation l'intégralité de ces informations avant la fin de la 4e. Du côté des images présentes dans ces documents composites, il est attendu d'un élève qu'il puisse faire sens d'une image fixe avant la fin de la 6e et qu'il en comprenne l'implicite et ou le hors-champ avant la fin de la 3e. Du côté des attendus en termes de culture littéraire et artistique, les élèves devront savoir réaliser des inférences en fonction de leur connaissance de personnages types dès la fin du CP, connaissances qu'ils diversifieront ensuite avant la fin du CE2. Il est également attendu qu'ils aient conscience avant la fin du CE1 de l'existence de réseaux de textes et en acquièrent des références construites avant la fin du CM2, ce qui pourra déboucher, avant la fin de l'année suivante, sur l'identification des caractéristiques majeures des genres littéraires, puis, avant la fin de la 4e, sur des connaissances plus fines de ces genres. Avant la fin du CP, l'élève doit être capable d'établir des liens entre le texte lu et ses expériences antérieures, qu'elles proviennent d'autres lectures, d'expériences personnelles ou de connaissances. Dès avant la fin du CM1, il doit savoir mettre en relation ce qu'il lit avec un autre texte étudié en classe, puis l'année suivante, avant la fin du CM2, avec une autre référence culturelle. La notion de culture littéraire à proprement parler, en relation avec les œuvres étudiées les années précédentes, apparaît dans les instructions officielles à la fin de l'année de 6e et s'élargit dès la fin de la 5e à celle de culture artistique. Enfin, avant la fin de la 5e, l'élève devra être capable d'établir des liens entre l'œuvre qu'il lit et l'époque à laquelle elle a été produite, en prenant en compte son contexte de production ainsi que les connaissances acquises au profit du programme d'histoire.
Si les attendus de fin d'année suivent la direction prévisible de l'autonomisation graduelle des élèves face à des supports et des connaissances de difficultés accrues, il transparaît surtout pour tout enseignant le besoin d'anticiper ces attendus pour assurer aux élèves un entraînement progressif. Il est en effet peu réaliste et donc peu souhaitable d'attendre l'apparition d'un concept ou d'une notion dans les attendus de fin d'année pour y travailler avec les élèves. J'espère dans cette vidéo vous avoir proposé un tour d'horizon complet de la notion de compréhension de l'écrit et de l'image à travers une méthodologie favorisant l'apprentissage procédural de cette compétence assortie de 2 exemples très différents exploitant pourtant cette même méthodologie. J'ai également eu l'occasion de souligner l'importance du travail lexical et les ressorts favorisant sa mémorisation, et vous ai exposé les attendus de fin d'année en compréhension de l'écrit pour la discipline français, pourtant utile à tous les professeurs pour situer les réussites attendues de leurs élèves dans ce domaine. J'aurai plaisir à vous retrouver pour d'autres vidéos. Au revoir et à bientôt!